Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 9e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant en gros 15 minutes le jeu d'un joueur NBA. Une émission que vous pourrez retrouver en avance presque tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée de jeudi sur les plateformes habituelles où vous pouvez nous écouter. Pour m'accompagner cette semaine, on a tout d'abord Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, c'est tout le monde. Ouais, ça va super. Et le scout de la semaine, c'est Tom. Comment ça va Tom ? Ouais, salut, ça va. Alors Tom, tu étais notre scout de la semaine, tu as donc disséqué le jeu de Maurice Harkless. C'est ça. Le joueur des Portland Trail Blazers. Tout simplement, présente-le nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Maurice Harkless après l'avoir étudié ? Alors, d'abord, je vais commencer par présenter le joueur. Donc, Maurice Harkless, dont le surnom est Mo, tout simplement. Donc, c'est un ailier de 25 ans. C'est sa 7e année dans la ligue déjà. Donc, il est dans sa 2e équipe. Il a été drafté par Philly, mais il a jamais joué. Donc, il a joué au Magic. Et là, il est déjà dans sa 4e saison à Portland. Donc là, il est titulaire indiscutable depuis 3 ans. Et il a signé, en fait, il est dans la 3e année d'un contrat de 4 ans pour 42 millions de dollars qu'il a signé à l'été 2016 où l'argent coulait à flot. Donc globalement, c'est un joueur qui est toujours titulaire et parfois il peut être remplaçant et il est remplacé par Jake Layman qui bénéficie de ce qu'on appelle dans le jargon la Keith Bougan, c'est-à-dire qu'il commence les matchs mais il joue juste quelques minutes histoire de pas bouger toutes les rotations. Donc quand il était remplaçant, il jouait plus régulièrement ses 20 minutes par match. Ça se passait plutôt bien pour Portland. Et ensuite, il est rentré dans le 5. Donc, en gros, globalement, c'était un joueur qui a été assez dur à scouter pour moi puisque il a souvent eu des problèmes de blessure, soit à la cheville droite, soit au niveau du genou gauche. Donc, ça pouvait aussi impacter la façon dont il jouait et ça a aussi impacté les adversaires qu'il a affronté, donc j'ai pas pu le voir face à une grande variété d'équipes. Donc globalement, donc j'ai axé ce profil-là sur vraiment le côté défensif puisque Mo Harkless c'est un joueur défensif avant tout. Et la question que je me suis posée pour faire ce profil-là, c'est est-ce que Mo Harkless est un 3&D, c'est-à-dire est-ce qu'un joueur c'est un joueur qui est capable de défendre et de mettre ses tirs à 3 points. Alors on va commencer sur le côté défensif. Globalement, Mo Harkless, moi j'ai été très agréablement surpris défensivement. C'est un joueur qui abandonne jamais sur les actions, c'est-à-dire que même parfois quand il se fait passer, il essaie de rester au contact ou il trouve toujours, il va essayer de prendre un autre joueur ou il va essayer de protéger le rebond s'il est dépassé ou même essayer de contrer par derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il est souvent à l'aise il est plus à l'aise quand il est un défenseur d'aide plutôt qu'un défenseur sur l'homme. Parce qu'en fait, sur l'homme, il a beaucoup de mal, mais ça, je pense que c'est aussi dû à ses problèmes au genou. Notamment face à l'élite, il a beaucoup de mal sur les déplacements latéraux. Donc, il se fait régulièrement blow-by ou même les adversaires turn de corner, je sais pas comment on dit ça en français exactement. Enfin, il a des problèmes dans la latéralité. C'est un joueur qui a énormément de mal quand les adversaires font des stop and go sur lui. Donc du coup, il est plus à l'aise quand il doit défendre la raquette que le périmètre. Donc j'ai pu le scouter face à l'élite vu qu'il joue à l'aile et que l'aile c'est un poste surtout dans la conférence Ouest où il faut que tu sois armé et c'est l'une des choses qui manque à cette équipe de Portland. Et en fait, je l'ai vu contre Toronto et contre Kawhi. Donc en première mi-temps, ça allait plutôt bien. Il était, on va dire c'était le défenseur, on va dire le défenseur propre, c'est-à-dire que il fait pas de faute, il conteste pas, il n'enlève pas grand chose, mais il gêne quand même un peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième mi-temps, il s'est totalement effondré, défensivement. Il a été totalement dominé par Kawhi. Donc, moi, ce qui m'a choqué, c'est c'est un joueur qui était assez permissif, c'est-à-dire que il se bat pas pour empêcher le joueur d'attraper le ballon. C'est-à-dire que Kawhi, un petit démarquage et puis bon, il avait le ballon. Et même quand c'était des gars, même comme Paul George ou même comme Klay Thompson qu'il a dû avoir marqué quand il a joué contre les Warriors et même contre OKC, un petit démarquage et puis il les coulait pas, il a du mal vraiment. C'est pas un joueur qui est très vivace et qui est très vif en fait. Donc du coup, pour tout ce qui est suivre les joueurs en sortie d'écran, il était en grande difficulté.
Il a joué aussi un match contre les Warriors du coup, donc il y a eu un match où il a dû faire face à Kevin Durant. Alors moi ce qui m'a marqué, c'est que c'est pas lui en fait qui se charge généralement du meilleur attaquant adverse à l'aile, puisque notamment pour le match des Warriors, c'était plutôt Al-Farouq Aminu qui était sur lui. Quand il a eu à défendre Kevin Durant, il a fait un boulot plutôt honnête, notamment dans tout ce qui est contestation des tirs. Il se laisse pas avoir sur les feintes. Il est pas naïf. Il était plutôt intéressant, mais globalement à la sortie du match, t'as le premier match où Kevin Durant finit un triple-double et le deuxième match où il finit à 25-5. Même si défensivement, notamment, encore une fois, sur la défense en aide, il était plus sur le fait de bloquer Draymond Green, par exemple, quand il se faisait passer. Ensuite, on va revenir sur une de ses qualités, c'est le rebond. C'est un joueur qui m'a très agréablement surpris au rebond. Alors certes, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de box-out, il bénéficie beaucoup des box-out des intérieurs comme Jusuf Nurkic ou même comme Al-Farouq Aminu qui évolue à l'aile également. Donc il se bat pas mal au rebond, il a un très bon timing, il est capable d'arracher les rebonds à deux mains comme à une main et de façon très autoritaire. Donc ça c'est très intéressant. Il se sert très bien de sa longueur de bras pour aller parfois voler des rebonds et même lutter, faire vivre le ballon, notamment au rebond offensif où il fait pas mal vivre le ballon sur des petits tips pour perturber entre guillemets la relance et la récupération de la possession des adversaires. Moi j'aimerais le voir un petit peu plus sur du box-out, c'est-à-dire que quand il est pas concerné par le rebond, il est pas forcément concerné par le ballon, il s'occupe plutôt d'aller de repartir en transition, alors que parfois moi j'aimerais le voir bloquer quelques joueurs un petit peu plus souvent. Après, si on peut revenir sur son jeu de passe, malheureusement son jeu de passe il est assez inexistant. En fait, Moharkless c'est un joueur qui, quand tu lui donnes la balle, son action principale, c'est de remettre la balle au joueur qui l'a redonné, qui lui a donné la balle, ou sinon d'aller chercher un autre joueur et d'aller poser un écran ensuite. C'est un joueur qui est très limite à la création, c'est-à-dire que il va pas déclencher une passe qui va transformer une action. C'est plus un gars qui va faire les petites passes de base juste à côté et il va aller se placer. Donc c'est un joueur qui manque beaucoup de créativité selon moi. Ensuite, si on peut aller sur le côté de son shoot, notamment pour le côté trendy. Alors à 3 points, c'est un joueur faut savoir qu'il y a un bonus dans son contrat pour il shoot à plus de 35% à 3 points, il gagne 500K, enfin $500,000. Donc ce qui a déjà causé il a déjà arrêté de shooter par rapport à ça d'ailleurs, puisqu'il avait atteint cette marque là et du coup il avait arrêté de shooter à 3 points il y a une saison de cela. Donc globalement c'est un joueur qui est pas à l'aise du tout en fait sur le corner. C'est un joueur qui regarde encore beaucoup trop ses pieds. Je sais pas si c'est parce qu'il a des grands pieds ou quoi que ce soit. En fait, on a l'impression que quand il va recevoir le ballon, il regarde le positionnement de son pied, il perd l'œil sur la balle et finalement ça le dessert dans son shoot puisqu'il est vraiment pas adroit. Moi je trouve que globalement son geste est un petit peu mécanique, c'est un mec qui est un peu robotique. Moi je le trouve un peu raide en fait quand il shoot, s'il est pas fluide du tout. La posture de son shoot n'est pas régulière, soit il se penche beaucoup trop vers l'avant ou soit il subit, t'as l'impression des fois qu'il subit la passe et du coup il saute, mais il saute en reculant. Il est vraiment très très lourd sur ses appuis, c'est pas du tout une ballerine en fait ce mec là, il est vraiment très très lourd, t'as l'impression qu'il a vraiment du béton, du ciment vraiment dans les pieds, il a du mal, alors que quand il s'agit d'attaquer le cercle et notamment pour aller poser des dunks, il fait preuve de beaucoup plus de légèreté. Donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu. Après, autre chose que j'ai remarqué à 3 points, il est beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire que sa mécanique de shoot est beaucoup plus intéressante quand il reçoit le ballon en diagonale plutôt que quand il le reçoit de face. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 3 points qui sont au niveau de la tête de l'arc, il est beaucoup plus fluide que quand il reçoit par exemple une passe après
après un drive and kick, où là, sa mécanique est vraiment très lente, où t'as l'impression que tout le mouvement est décomposé, c'est-à-dire je capte, je fléchis les genoux, je monte, j'écarte le coude et je lance le bras. En fait, il est je trouve très scolaire en fait sur sa mécanique de shoot. Et le souci, c'est que ça prend trop de temps et souvent quand il est pressé, il a du mal à bien envoyer son shoot. Donc c'est ce que j'ai remarqué sur lui. Donc pour la question, est-ce que c'est vraiment un 3&D? Je pense plus que c'est un D no 3 pour l'instant, puisque c'est un joueur qui n'est pas respecté. Certes, il a des périodes où il shoot bien à 3 points, mais là aussi des périodes où il met rien dedans. Et là où je pense que c'est un D no 3, c'est qu'en fait il est pas respecté du tout par les défenses. C'est-à-dire qu'ils mettent dedans ou qu'ils mettent pas dedans, les défenses agissent de la même façon avec lui. Elle préfère le laisser prendre un shoot ouvert, très ouvert, puisque généralement quand il shoot, il est vraiment très ouvert, les adversaires ne s'en occupent vraiment pas, plutôt que de serrer sur lui. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai à dire sur Mo Harkless. Merci Tom pour ce profil de Mo Harkless, très défensif, vous l'aurez compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole en premier à Alan pour sa question, parce que mes deux questions viendront ensuite conclure, je pense, cette émission. Donc Alan, je te laisse la place. Moi, je voudrais juste savoir, dans une configuration playoff, est-ce que Mo Harkless serait dans un ou plusieurs closing line-up des Blazers dans une série face à une belle et une bonne équipe à l'Ouest? Oui, je pense que oui, puisque la valeur de remplacement par rapport à Mo Harkless, enfin quand tu regardes bien, moi je pense pas que il est beaucoup plus intéressant, on va dire, qu'un joueur comme Evan Turner pour les fins de match, puisque lui, il a la capacité de défendre et de vraiment apporter une plus-value, notamment dans la défense du cercle et aussi dans la défense en aide. C'est un joueur qui est vraiment très bien, notamment sur le pick and roll, pour venir taguer les rollmen quand il est le troisième joueur impliqué, alors que quand il est le joueur, quand c'est lui, par exemple, qui défend le rollman sur le pick and roll, il est plus en difficulté parce qu'il a du mal à naviguer encore une fois entre les aigants. Ça, c'est vraiment un problème je pense de mobilité qui est lié à son genou. Moi, je pense que c'est un joueur qui c'est un bon 5e starter en fait. C'est-à-dire que c'est un bon 5e starter. Il peut être vraiment dans le closing line-up. Pour moi, je vois pas. Pour moi, c'est la meilleure option pour Portland pour finir les matchs. Durant ta présentation, tu as un peu parlé d'Al-Farouq Aminu qui partage l'aile avec Mo Harkless. Je voulais savoir si les deux, c'était pas un petit peu redondant au niveau du profil de joueur, parce qu'on sait que Mo Harkless était un petit peu plein de son application offensive. Est-ce que les deux se marchent pas un peu sur les pieds des fois, de ce que tu as vu en observant Harkless? C'est un peu redondant, je trouve, mais après, je pense que Portland a besoin de ce type de joueur-là, en fait, puisque ils ont personne dans leur équipe à l'aile pour la création, si ce n'est Evan Turner. Sauf que Evan Turner, il a un gros problème, c'est que en termes de spacing, il apporte pas du tout. C'est ça le truc avec Portland, c'est que soit ils choisissent entre la grosse défense et le spacing et entre la grosse défense et un peu de spacing, ou est-ce qu'ils choisissent entre un petit peu moins de défense et bien moins de spacing. Le souci, c'est que moins de spacing, c'est moins d'espace pour Damian Lillard et CJ McCollum, et défensivement, Evan Turner est bien moins bon qu'Al-Farouq Aminu et Mo Harkless. Si par exemple Mo Harkless et Al-Farouq Aminu pouvaient fusionner en un seul joueur, et après tu pouvais insérer un joueur qui est un petit peu plus créateur, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Sauf que là c'est pas le cas. Mais moi je trouve ça bien en fait la façon dont ils font fonctionner les deux. Autre chose qui est à noter avec Mo Harkless, c'est qu'il joue essentiellement avec le 5 majeur. Il joue vraiment pas du tout avec il joue pas vraiment beaucoup avec les remplaçants, quoi. Il est toujours avec Damien, CJ, pas Mo Harkless, Damien, CJ, Jusuf Nurkic et aussi Al-Farouq Aminu. Et enfin, je trouve que c'est bien. C'est un 5 qui est assez intéressant, mais il faudrait que Mo Harkless il progresse sur son handle. Je pense qu'il a de grosses difficultés, puisque des fois quand il essaie d'attaquer depuis le dribble, si par exemple un adversaire ne mord pas à la feinte, ou l'adversaire par exemple fait un close-out mesuré, il va essayer de l'attaquer, mais il va pas réussir à aller vraiment là où il veut en fait. Et moi ça me choque, puisque des fois il est obligé de jouer les brutes, c'est-à-dire de pousser les joueurs au physique pour se rapprocher du cercle, parce que son handle ne lui permet pas d'aller
proprement jusqu'au cercle. Il va avoir quelques actions, par exemple quand il va partir en tête de raquette et il va attaquer le cercle, il va être plus intéressant que quand il va partir d'un corner à 3 points. Quand il va partir d'un corner à 3 points, il aura un petit peu plus de mal à arriver jusqu'au cercle et à trouver le bon angle pour mettre le panier, par exemple. Ok, dernière petite question. Pour ce qui est de Mo Harkless dans une autre équipe, on essaye toujours de faire un peu ça, de surélever le joueur dans un autre environnement. À quel point il est intéressant pour une équipe en dehors de Portland? Ouais, Mo Harkless, moi je trouve que c'est un bon 5e starter. C'est-à-dire qu'on est sur une position à l'aile où t'as des superstars et après t'as des role players. Et le souci avec ça, c'est que t'as soit des role players qui savent défendre mais qui posent problème pour les shoots longue distance, ou soit t'as des gars qui sont incapables de défendre et qui sont très forts défensivement. Moi je trouve que Mo Harkless, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a des périodes où il est ce 3&D un peu à la Trevor Ariza qui défend très bien et qui est capable de mettre pas mal de tirs à 3 points pour écarter les défenses et de représenter une vraie menace. Et t'as aussi des périodes où c'est limite Casper en fait. Il se contente de faire des allers-retours. Il va poser un écran par-ci par-là. Il est quand même, Portland essaye quand même de l'impliquer un minimum dans l'attaque en lui donnant le ballon, mais lui ce qu'il fait c'est juste redonner le ballon et aller poser un écran. C'est compliqué. Je pense que ça peut vraiment être le 5e starter dans une bonne équipe, mais au-delà de ça, je pense pas. Il faut que t'aies quand même déjà 4 bons joueurs devant pour avoir une équipe qui vise le titre avec un gars comme ça. Mais en 5e starter, il peut faire l'affaire. Ok, bah c'est comme ça qu'on va conclure ce nouvel épisode de Profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur YouTube pour avoir l'épisode en avant-première le mercredi soir. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu, voilà, c'est la tradition maintenant, on est sur YouTube, je dois dire ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.